2021 marque la sortie de la série Loki, un contenu qui, lors de son annonce en 2019, peu de temps après la sortie d'Avengers Endgame, attise peu ma curiosité, je vous l'avoue, puisqu'Infinity War marquait la fin officielle du dieu de la malice, et surtout avec le reveal de la phase 4 cette même année par Marvel pour maintenir et montrer aux fans que le MCU ce n'est pas fini, eh bien mon attention est plus focalisée sur l'annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que j'attends par-dessus tout comme le premier projet de série WandaVision ou encore le mystérieux long métrage nommé Eternals. Mais voilà que le 9 juin 2021, le premier épisode de Loki sort et directement, on comprend que les enjeux ne sont pas habituels. La série Loki vient répondre à Avengers Endgame en nous montrant ce qu'il s'est passé quand le dieu de la malice a dévié de l'histoire prévue en s'échappant avec le Tesseract en 2012. Nous faisons donc face à un véritable contenu qui symbolise un vrai pont entre la saga de l'infini qui vient de se terminer et la prochaine prévue par Marvel qui va s'étendre à l'échelle d'un multivers. Dans une direction artistique, rétro-futuriste à l'ambiance bureaucratique, on nous présente le TVA, une organisation désignée comme une police du temps qui va juger Loki pour avoir dévié du chemin prévu par les gardiens du temps. Et en tant que cause, l'arrivée du TVA permet donc l'apport de tout nouveaux éléments qui vont poser les bases pour toutes les futures productions de la nouvelle saga. Le cours du temps, les flux temporels, les événements Nexus qui créent de nouvelles branches de réalité, les variants qui s'écartent du chemin. Néanmoins, ce n'est pas ça le plus intéressant. En fait, quelques mois avant la diffusion de Loki, Kevin Feige, le président de Marvel, venait de confirmer une folle rumeur de la toile. Kang le Conquérant va faire son entrée dans le MCU. Et plus que ça, il incarnera le vilain du film Ant-Man Quantumania, en plus d'être joué par un certain Jonathan Majors. Et à ce moment, les fans de Marvel, moi y compris, on s'emballe un petit peu, car voilà, on ne parle pas de n'importe qui. Kang, c'est un ennemi légendaire et très récurrent des Avengers sur papier, son nom ressort souvent pour parler du futur du MCU. Et avec ce contexte nouveau de multivers, de voyage dans le temps et de réalités alternatives, eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas là, du coup, un sérieux candidat pour devenir un antagoniste iconique des prochaines phases? Et désolé, je vais devoir encore vous saouler avec ça, mais je pense vraiment très sincèrement que Loki installe tranquillement l'arrivée de Kang le Conquérant. Then who created the TVA? La série Loki continue sa diffusion, et plus la saison avance, plus on comprend que quelque chose cloche au sein du TVA. Les agents ne sont en aucun cas créés par les gardiens du temps, ils sont tous de simples variants kidnappés du flux temporel, ces mêmes gardiens à l'origine d'un véritable dogme divin sont finalement de simples androïdes, puis vient l'épisode 6, le grand final. Loki et Sylvie ont atteint la citadelle de la fin des temps, et c'est le moment de savoir qui est derrière la plus grande conspiration du MCU. À ce moment, le suspense est véritablement énorme, car on sait Marvel capable d'être assez frileux sur certaines de leurs intrigues. Alors, est-ce qu'en réalité, étant donné que la série parle avant tout de la rédemption de Loki, additionnée à une variante féminine qui l'accompagne, plus une multitude présentée au sein du néant en quête de leur glorieux destin, est-ce que le directeur du TVA ne serait pas tout simplement un Loki qui a atteint son but ? Eh bien, l'ascenseur s'ouvre et... This is wild. Marvel a osé. Kang le Conquérant est en face de nous et incarne le directeur du TVA. Sauf qu'outre la hype, la révélation du personnage est encore plus énorme qu'on pouvait l'espérer. Désigné comme celui qui demeure, en référence à celui qui incarne le même rôle dans les comics, Marvel nous propose là un Kang qui a réussi là où les autres ont échoué. Il est le grand gagnant d'une guerre multiverselle impliquant tous ces autres lui-même issus d'autres réalités. Et grâce à sa maîtrise du temps, grâce au TVA qu'il a bâti, il a façonné l'histoire pour que ces autres lui soient définitivement écartés de l'équation, afin d'être celui qui, pour protéger l'existence, demeure. Kang symbolise, comme dans les comics, une identité délaissée pour l'époque passée des conquêtes et des batailles, et en restant à la citadelle, celui qui demeure se rapproche en réalité de l'identité finale du personnage dans les comics, Immortus, une incarnation ultime dans l'histoire de Kang où il devient à terme un sage, maître du temps et des limbes.
À partir de là, la vision du MCU change définitivement, puisque le personnage de Kang le Conquérant prend dès ce moment la place d'acteur et d'antagoniste principal, puisque nous savons qu'il doit réapparaître dans Ant-Man 3 en tant que conquérant, donc probablement un variant. Et en plus, Loki se conclut sur une gigantesque statue de Kang avec l'annonce d'une saison 2. Notre nouveau Thanos est là, et la Comic-Con de 2022 va venir confirmer tout ça. Marvel nous annonce que la phase 6 du MCU va proposer Avengers The Kang Dynasty, avec la sortie de sa suite quelques mois plus tard, Avengers Secret Wars, un film qui va tout conclure. Les pièces du puzzle se rassemblent. L'avertissement de celui qui demeure sur l'arrivée de ces variants devient donc réel avec l'annonce de Kang Dynasty. La guerre multiverselle qu'il mentionne est, comme on le suspectait, une adaptation de l'événement Secret Wars des comics. On nous a même présenté les incursions dans Doctor Strange 2. Et vu que celui qui demeure est le gagnant de cette guerre, eh bien il prend donc la place symbolique de Doctor Doom, le véritable gagnant dans les 2 Secret Wars des comics. Sauf qu'une pièce manque dans tout ça. Nous y sommes, c'est l'émergence du paramètre et du cas Beyonder. Un personnage, et plutôt un concept en lui-même, qui est exploité à fond dans les 2 éditions papier Secret Wars, et qui joue un rôle central dans l'histoire. Et pour beaucoup, c'était certain à ce moment-là, Marvel va adapter cette entité des comics pour justifier tous les événements à venir. Et en réalité, eh bien, c'est plus profond et symbolique que ça, mais ils avaient raison. « 1984 signe l'année de la toute première saga Marvel Super Heroes Secret Wars, une série de comics qui a vu le jour suite à une collaboration avec la marque de jouets Mattel qui désire relancer la vente de figurines de super-héros. En adéquation avec le projet, Marvel par le biais de Secret Wars va donc marquer la continuité établie dans les comics en proposant un gigantesque événement qui va réunir tous les personnages importants de la firme au sein d'une même histoire. Et pour rendre le tout cohérent, ils vont donner naissance à une entité suprême qui va servir de cause et d'objectif pour les personnages impliqués, capable d'agir sur le monde de Marvel comme une sorte de modérateur, en générant une planète temporaire pour le scénario et téléporter tout le monde à cet endroit, c'est le Beyonder. À cette époque, ne vous y méprenez pas, le Beyonder n'est pas du tout développé, il n'a même pas de forme physique et sert avant tout d'excuse pour créer un événement de grande ampleur. Pourtant, désigné comme une conscience omnipotente provenant d'un endroit au-delà de ce que l'on peut imaginer, comme son nom l'indique, le Beyonder possède un rôle véritablement central. Tel un jeu d'échecs cosmique, l'entité suprême va placer les pions du jeu, qui sont les héros et les vilains de la firme, dans un même endroit, isolés pour qu'ils s'affrontent avec une récompense à la clé, leur accorder ce qu'ils ont toujours désiré. Des règles qui ne vont pas du tout plaire à Doctor Doom, convoqué sans consentement, et devant une telle entité, Victor va emprunter son propre chemin, qui est de s'emparer des pouvoirs du Beyonder, un objectif qu'il va atteindre, faisant de lui, pour la première fois de l'histoire de Marvel, le dieu empereur doté d'un pouvoir inégalable qui lui permet de régner sans opposition. Et cette édition de 1984 va poser les bases pour le futur de la saga et plus particulièrement la nouvelle édition Secret Wars parue en 2015. Le Beyonder, que nous avons connu, n'est en réalité qu'un fragment d'un tout, qui est en réalité bien plus vaste. Il n'existe pas qu'un seul Beyonder mais une multitude, ce sont des êtres extradimensionnels provenant d'un royaume extérieur et au-delà du multivers, le Beyond Realm. Les Beyonders sont des dieux pour les dieux, et pour le démontrer, alors que celui de l'édition précédente avait terrassé Galactus, le dévoreur de mondes, les Beyonders, dans cette nouvelle édition, vont carrément tuer toutes les entités cosmiques désignées comme les grandes divinités de la saga Marvel. Eternity, la mort, les célestes, le tribunal vivant lui-même, soit l'entité la plus haute dans la hiérarchie du multivers, tous vont disparaître. Et pourquoi font-ils ça? Car tout comme un écho de l'histoire passée, les Beyonders souhaitent ici expérimenter l'univers Marvel dans un plan bien plus large en visant la destruction du multivers. C'est là que
que le nom Molecule Man vous dit sûrement quelque chose. Car pour mener à bien leur expérimentation, les Beyonders vont faire de ce personnage une singularité. Une bombe à retardement dans chaque réalité. Sauf qu'encore une fois, Dr Doom va intervenir. Alors que tous les héros vivent le chaos et s'entre-déchirent à cause des incursions qui détruisent les mondes, Victor, via la condition unique de Molecule Man reliée aux Beyonders, va exploiter ses capacités pour les piéger et absorber leur pouvoir profond et absolu. Une action qui permet à Doom, désormais omnipotent et divin dans un multivers anéanti, de donner vie à un nouveau lendemain en réunissant les derniers morceaux d'humanité sur un monde et un univers façonné de sa main. Battleworld. Le dieu empereur Doom a sauvé l'existence. Les Beyonders possèdent un rôle bien précis. Plus qu'une cause, ils sont là pour permettre à un personnage, en l'occurrence Dr Doom, d'accéder à un pouvoir divin et absolu qui, du coup, légitimise sa victoire écrasante et ses actions sur un plan global. Naturellement, on comprend donc l'engouement des fans pour l'apparition potentielle d'un, voire plusieurs Beyonders au sein du MCU. Bien qu'aujourd'hui Kang semble avoir été rangé au second plan, l'idée populaire était qu'un variant de l'antagoniste réussisse à atteindre le stade de Beyonder pour défaire tous les autres au sein de la nouvelle guerre multiverselle à venir. Puisque, comme on nous l'a révélé à maintes reprises, Kang semblait être un acteur majeur et principal, et ce, quelle que soit la réalité. Et techniquement, avec la mise à jour Dr Doom et Avengers Doomsday, le concept reste le même. Si Marvel adapte les événements des comics, il va bien falloir une source de pouvoir énorme pour permettre à Doom de devenir le dieu empereur capable de fonder Battleworld. C'est ici le moment pivot. C'est quelque chose que nous avons déjà exploré plusieurs fois par le passé, mais cette vidéo est justement là pour détailler cette idée et ce concept comme il se doit. Le Beyonder existe déjà dans le MCU. Au début de la vidéo, je vous expliquais que Celui qui demeure était une adaptation du directeur de la TVA, mais également de Immortus, la dernière incarnation et identité de Kang le Conquérant. Eh bien, il y a aussi une troisième entité dans le lot, c'est le Beyonder. Et je dirais même que nous pouvons en rajouter une quatrième. Le premier élément qui souligne cette vision est la scène post-générique de Ant-Man Quantumania, qui était censée faire l'effet d'une bombe pour les fans. Après nous avoir présenté la version classique de Kang le Conquérant au sein du film, exilé de ses pairs, Marvel nous dévoile le fameux Conseil des Kang regroupant toutes les identités iconiques du personnage au sein des comics. On y découvre entre autres le Centurion, Ramatout le Pharaon, et celui qui représente le leader, Immortus. La version la plus avancée et la plus âgée. Un Immortus très fidèle à ce qu'il était dans les comics. Or, Celui qui demeure est différent. C'est une version unique de ses variants, celui qui a justement gagné contre tous les autres et qui a décidé de prendre le contrôle pour préserver le flux temporel sacré qu'il a isolé, dans le plus grand des secrets. Une nouvelle lecture s'offre à nous. Si Celui qui demeure est unique, c'est parce qu'il s'est élevé à un rang qui n'a jamais été égalé dans le MCU. Simple scientifique du 31e siècle, il a réussi à terminer l'omniprésence du chaos et la destruction du multivers en devenant l'incarnation ultime de l'ordre étouffant. Situé au-delà du multivers, sur un astéroïde à la fin des temps, Celui qui demeure a atteint l'immortalité en étant précisément hors de toutes ces cages qui régissent l'existence. Une condition qui lui a permis d'atteindre une forme d'omnipotence et d'omniscience, car grâce aux millions de vies qu'il a vécues, il s'est rendu compte que pour préserver la vie, le multivers avait besoin d'un dictateur bienveillant. Le TVA et le cœur temporel sont donc bâtis. Le flux temporel sacré est isolé, organisé, et aucune branche ne doit voir le jour pour éviter l'émergence ou le retour de ces variants. Il est le seul protagoniste du MCU à profiter du véritable libre arbitre. Nous sommes là devant une représentation moderne du concept de Beyonder, un observateur extérieur au multivers. I was here, alone, at the end of time, keeping watch.
Mais plus que ça, celui qui demeure partage également les traits de Dr Doom. Effectivement, dans la forme, le flux temporel sacré s'apparente au concept de Battle World. Le directeur du TVA a choisi de lui-même d'imposer son contrôle pour préserver le multivers de l'annihilation et du chaos, en devenant le dictateur bienveillant qui prive le monde de son libre arbitre, mais qui le maintient en régnant seul dans l'ombre, en veillant depuis sa citadelle et en donnant vie au TVA. I made the tough choices. That's why I get the big check. Et c'est exactement ce que fait Dr Doom dans Secret Wars. Il acquiert le pouvoir ultime et fait le choix difficile de prendre le contrôle seul pour assurer la survie de l'existence dans un monde qu'il a fondé où le libre arbitre est bridé. C'est probablement le trait de caractère que Victor et celui qui demeure partagent le plus. Ils sont convaincus d'être le héros de leur propre histoire. Une citation que les frères Russo, les réalisateurs des prochains Avengers, ont partagée concernant leur vision de Dr Doom. Cependant, tout ça est très intéressant, mais justement, qu'en est-il d'Avengers Doomsday, et plus précisément du rôle de Loki ? La série Loki, de par l'ambivalence du personnage, nous propose une véritable rédemption. Une histoire qui tire bien évidemment sa source de l'univers papier, puisqu'après des années de malice, le dieu asgardien, poussé par un désir sincère de rédemption, va se sacrifier pour sauver le royaume et son frère Thor. Une mort que Loki avait anticipée depuis très longtemps, et c'est bien un marché avec Hela, doublé d'une ruse avec Méphisto, que le dieu de la malice va s'octroyer une seconde chance, en se réincarnant en enfant libéré de tous ses péchés. Un arc des comics qui colle parfaitement avec le concept de la série, puisqu'avec cette renaissance, Loki va prendre un nouveau chemin loin de sa perfidie du passé. Ce qui place la question du libre arbitre au centre. Loki peut-il échapper à ce qu'il était autrefois et devenir quelqu'un de nouveau? C'est une écriture qui s'est parfaitement adaptée pour la télévision, puisque manipulée et guidée inconsciemment par celui qui demeure, qui voyait en lui un reflet, un vilain désireux d'accomplir son glorieux destin, en reprenant le trône et la direction du TVA, seul à la fin des temps, son arrestation au début de la série s'est finalement révélée être une véritable renaissance pour le personnage, qui s'est engagé sur le chemin de la rédemption. Au travers de ses rencontres et son épopée au sein du TVA et des réalités, Loki, au détriment du plan de celui qui demeure, s'est rendu compte que ce qu'il souhaitait éperdument, c'était d'abolir l'ordre étouffant établi pour permettre à celles et ceux qui lui sont chers de prospérer dans une existence libre. Bien des destins sont plus pesants que glorieux. On choisit en réalité simplement son fardeau. Loki a bel et bien revendiqué son trône, mais à l'opposé de ce qu'il désirait. Un sacrifice ultime où seul à la fin des temps, à l'emplacement de la citadelle, le dieu de la malice va remplacer physiquement et symboliquement le cœur temporel, en devenant le seul être du multivers privé de libre arbitre, pour maintenir les réalités et permettre à ses amis de mener la vie qu'ils veulent mener. He's giving us a chance. Mais en quoi devient-il exactement le Beyonder du MCU? Eh bien, l'objectif scénaristique de la série, par le biais de la rédemption de Loki, était de faire évoluer le personnage d'un dieu avec un petit d à un dieu avec une véritable majuscule. Une métaphore qui souligne bien entendu le rapprochement. Mais surtout, avec ce dénouement, Loki prend un rôle que personne ne peut égaler au sein du MCU. Et c'est précisément là où je veux que vous vous rappeliez de ce qu'on disait sur les Beyonders plus tôt. Le dieu de la malice détient aujourd'hui un pouvoir totalement absolu dans l'existence. L'errance temporelle lui donne tous les droits. Il peut aller où il veut, quand il veut, et ce, même dans le TVA, qui agit déjà comme un rôle absolu dans le multivers. Il a été en mesure de réécrire l'histoire, et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup aiment l'appeler God of Stories, en référence aux comics. Dans son sacrifice, et pour le brider dans un second plan, il est devenu le centre du multivers, l'Atlas qui porte le monde sur son dos. Situé tout seul à la fin des temps, à l'extérieur, et pourrait-on dire au-delà de l'espace, du temps, des réalités, et donc du multivers. Il remplace celui qui demeure, il remplace le cœur temporel.
À partir de là, Loki, de la même manière que les Beyonders dans Secret Wars, prend le rôle en premier lieu de cause. En libérant le multivers, il ouvre les réalités à la liberté totale, et donc ses plus grands dangers. La guerre multiverselle et les incursions arrivent dans Avengers Doomsday. Et dans un second temps, toujours comme les Beyonders, en étant bloqué à la fin des temps, assis sur son trône, les branches du multivers à la main, il ne prend plus le rôle de personnage à proprement parler, mais de MacGuffin. Soit, comme les pierres d'infinité à l'époque, il devient un objectif pour le scénario, quelque chose au centre du récit, convoité par les personnages principaux. Et vous l'aurez compris, on parle bien évidemment de Docteur Doom. Si Avengers Secret Wars nous propose l'émergence du dieu empereur, il va bien falloir lui donner les moyens de le faire. 1984, c'était le Beyonder, 2015, c'était les Beyonders, 2026, au cinéma, c'est le Beyonder du MCU. Seul Loki peut lui permettre d'atteindre cet objectif. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Dans une course au TVA, pour atteindre la fin des temps, l'ascension de Doom pourrait d'abord se traduire simplement par la chute de Loki, qui est bloqué sur son trône, tenant le multivers à bout de bras. Une mort symbolique qui permettrait l'effondrement des réalités. Et dans ce chaos le plus total, marqué par la guerre multiverselle, la finalité serait le Void. Je vous avais déjà proposé une vidéo entière dessus que je vous invite à voir, mais le Void de la fin des temps représente une forme d'adaptation de Battleworld dans le MCU. C'est un endroit isolé du temps et de l'espace où se retrouvent naturellement des biomes et des entités provenant de tout le multivers. Donc, avec l'effondrement total, contrairement aux réalités, seul le néant de la fin des temps, ou Vortex comme ils disent dans Deadpool et Wolverine, peut prospérer. Un lieu propice pour l'émergence d'un dieu empereur, puisque tout comme l'histoire de celui qui demeure, Alaios se révèle être l'arme ultime de l'endroit et le gardien de la fin des temps. Un monstre que Cassandra Nova a justement su exploiter pour asseoir son règne au sein du Void dans le 3e film Deadpool au milieu des autres mutants. Néanmoins, la question du pouvoir absolu mérite elle aussi d'être répondue, car il est difficile d'imaginer un Docteur Doom sans sa mythique cape blanche et argentée traduisant son rôle divin, quand il devient justement Dieu empereur. En accédant à Loki et la fin des temps, en plus de mettre en lumière et comprendre toute l'histoire qui s'est déroulée en arrière-plan sur grand écran, au-delà du multivers, Docteur Doom pourrait se voir octroyer l'errance temporelle. I know about the slipping. And who do you think paved that road? Dans la conspiration de celui qui demeure, pour pousser Loki à prendre sa place via une boucle temporelle, le directeur du TVA a modifié son tempad lors du grand final de la saison 1 pour donner, par le biais de Sylvie, ce pouvoir absolu au dieu de la malice. Un phénomène qui retire le personnage du temps et lui permet de se déplacer à travers différents points temporels et spatiaux. Présenté à la base comme une véritable malédiction et un véritable bug dans la matrice, l'errance temporelle s'est finalement révélée comme la solution de toute la série, et le pouvoir le plus incroyable et absolu de l'univers Marvel au cinéma. Avec ce dernier, Loki a pu voyager dans plusieurs temporalités du TVA, et voyager à travers les différentes branches du flux temporel, et ce à n'importe quel moment. Avec un tel pouvoir, Docteur Doom pourrait, en plus d'abolir le multivers, réécrire totalement l'histoire. Un moyen qui permettrait non seulement d'explorer son passé, mais qui surtout bouclerait la boucle établie originellement par celui qui demeure. Plus que Battleworld, Victor Von Doom pourrait construire et isoler un véritable flux temporel à la manière des Kang, pour s'ériger en tant que véritable divinité que les héros et les autres vont tout naturellement vénérer. Et pour aller encore plus loin, Loki n'était en réalité pas le seul à gérer l'errance temporelle. C'était aussi le cas de celui qui demeure, bien évidemment. D'une manière plus artificielle, étant donné qu'il était un scientifique de génie, expert du temps et fondateur du TVA, l'ancien directeur avait dans sa possession un artefact qui combinait tous les pouvoirs de Loki réunis, son Tempad. Bien que le multivers semble voué à la destruction, Loki n'est peut-être en réalité pas obligé de mourir. Avec son pouvoir, le dieu de la malice pourrait incarner d'une certaine manière un dernier espoir qu'il faut préserver à tout prix. Sans Loki, le multivers s'effondre, et bien qu'il fait le sacrifice ultime pour ses amis, il est peut-être temps pour ces derniers de lui rendre l'appareil. Sylvie
est en possession de l'artefact ultime de celui qui demeure, juste après l'avoir tué dans la première saison. Ce qui veut dire que Dr Doom pourrait accéder au plein pouvoir d'une manière plus artificielle, par le biais d'un objet. Et si je vous raconte tout ça, ce n'est pas par hasard, car pour devenir l'empereur dieu des restes du multivers, l'épopée de Dr Doom avant Secret Wars se traduit par d'innombrables voyages temporels à travers une infinité de réalités. L'errance temporelle, en plus de rappeler le concept de Beyonder par le biais de sa nature absolue, serait également un écho à la grande ascension de Dr Doom pour mettre en place son plan ultime devant un multivers effrité par la guerre et le chaos. Et néanmoins, tout comme une recette, Loki en tant que Beyonder incarnerait la cerise sur le gâteau. De la même manière que l'histoire d'origine, Dr Doom va devoir passer par plusieurs étapes pour effectuer son ascension. Et par rapport à ça, nous pourrions penser additionner à tout ça à l'arrivée de Franklin Richards, l'enfant des 4 Fantastiques dans First Steps, et qui aura un rôle particulièrement central. Si Marvel joue le jeu et décide d'aller dans cette direction, Franklin est un enfant désigné comme un forgeur de mondes et de galaxies. Un autre élément additionné à Loki qui pourrait marquer l'une des grandes étapes pour l'avènement de Doom. Car entre ces derniers, le néant de la fin des temps, le TVA, les incursions ou les traces de Kang, comme son vaisseau resté dans le champ quantique, Dr Doom possède toutes les cartes nécessaires pour mener à bien son destin. À vous de me dire à présent ce que vous en pensez en commentaire. C'est une vidéo un poil différent de ce que je vous propose habituellement. J'espère sincèrement que cela vous a plu et je tenais vraiment à vous proposer un contenu dédié où on regroupe Loki, Kang le Conquérant, le concept de Beyonder et Dr Doom. Je remercie grandement mon bro de toujours, Hirosef, de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Sachez que nous vous proposons aujourd'hui une double vidéo comme on aime bien le faire de temps en temps. C'est-à-dire que là, au même moment, Hiro vous a lui aussi proposé une vidéo traitant du même sujet avec sa vision et où j'apparais également dedans. Donc je vous invite à foncer pour aller voir tout ça. Et en attendant, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour parler du film 4 Fantastiques. Allez, c'était Argorok. Ciao tout le monde.